Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de You Say It. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Lacombe. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, on s'est déjà rencontrés dans des tournages, sur des tournages précédemment. Donc, je vais te tutoyer, parce qu'on a plus l'habitude de se tutoyer. Ce serait bizarre de se vous voyer aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Guillaume, tu es le coordinateur local de Sea Shepherd Global. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà un petit peu qu'est-ce que c'est au final Sea Shepherd Global ? Alors, Sea Shepherd, c'est une organisation internationale qui a pour but la protection de la vie marine au sens global, donc, et de la vie sauvage. C'est une ONG mondiale, c'est ça ? C'est bien plus large en fait que Saint-Martin ? Alors, c'est beaucoup plus large, oui, nous sommes présents quasiment dans tous les pays. Ça a débuté en 1977, donc avec Paul Watson qui est le fondateur de l'association, et ensuite ça s'est dispersé un peu dans tous les pays petit à petit. Quelles sont les causes qui mobilisent l'ONG ? Alors, il y en a beaucoup. La principale, c'est la lutte contre la pêche illégale, donc, qui est quand même responsable du plus gros des dégâts faits aux océans. Ensuite, il y a la protection, donc que ce soit la protection des tortues, des requins, des mammifères, de beaucoup de choses. Et la restauration, que ce soit les mangroves, les populations de certaines espèces. D'une manière, vous vous battez pour que les océans, les mers soient sains, soient conservés, que toutes les espèces qui vivent sereinement dans ces espaces, c'est ça ? Alors, on essaye en tout cas, donc que les espèces qui y vivent puissent vivre correctement et que les actions illégales soient arrêtées au plus vite. Vous êtes implanté à Saint-Martin depuis peu, ça fait combien de temps exactement et pourquoi vous êtes venu ici ? Alors, on a commencé le groupe local donc, en septembre dernier. Pourquoi avoir créé un groupe ? D'abord, nous étions tous volontaires pour des associations des deux côtés de l'île en rapport avec l'environnement. Et en travaillant avec ces associations, on peut se rendre compte d'un certain vide à certains endroits, qui n'est pas forcément volontaire de leur part, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire, de dire, ou sur lesquelles ils ne peuvent pas intervenir. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quand même besoin d'un renfort, et c'est comme ça qu'on a créé le groupe de Sea Shepherd. Et à Saint-Martin, vous aviez déjà repéré des choses à faire. Je suppose que c'est un terrain où il y a beaucoup de choses à faire, justement, où il y a beaucoup d'actions à mener. Alors effectivement, il y a beaucoup d'actions. Donc ça a commencé de façon assez basique avec des nettoyages de plages sous-marins, parce que beaucoup d'associations nettoient sur la plage, et sous l'eau, en fait, 2 ans après, il reste encore à l'heure actuelle des débris d'Irma. Donc la semaine dernière, la Nature Foundation a pu constater une tortue qui s'est coincée dans une chaise de jardin au volet après Irma et qui s'est noyée. Donc c'est ce genre d'événement qu'on essaie d'empêcher. Sea Shepherd, c'est une ONG, donc vous ne fonctionnez qu'avec des dons, c'est bien ça ? Des dons de particuliers, vous n'êtes pas dépendant d'un quelconque fonds, un quelconque gouvernement ou bien une aide politique, une aide d'administration. Alors non, le but de Sea Shepherd, c'est justement d'être totalement apolitique et totalement indépendant. Donc on agit sur les sujets qui nous tiennent à cœur, de la façon dont on le souhaite, on n'a pas de compte à rendre. Donc on travaille avec les gouvernements dans le but de faire évoluer les lois et de pousser les gouvernements donc, à évoluer dans le bon sens, mais on n'en dépend pas financièrement. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une liberté dans notre champ d'action. Et les personnes qui se mobilisent sur le terrain, vous êtes tous des bénévoles en fait, il n'y a pas de salariés. Comment est-ce que vous vous organisez entre vous ? Comment vous arrivez à être actifs, je veux dire avoir une vie à côté, parce que finalement vous êtes des bénévoles, et à être vraiment actifs sur le terrain à Saint-Martin, à faire des choses ? Alors ça dépend vraiment du degré d'implication de chacun dans l'environnement. Donc effectivement, étant bénévole, on a tous un travail, on a tous une vie de famille, des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux en fait. Il faut être très impliqué, il faut avoir envie de donner de son temps, de donner de soi-même. Et quand les autres profitent de la plage, on peut être en train de faire quelque chose de beaucoup plus ingrat à côté. Vous êtes combien ici ? Est-ce que tu peux nous le rappeler, combien de bénévoles ici sur le terrain ? Alors pour le moment, en tant que membre du groupe, nous sommes 7. Et ensuite, pour les actions plus étendues, on travaille avec des volontaires qu'on ne connaît pas forcément, qui nous rejoignent, des sympathisants. Maintenant, on va parler un petit peu plus du territoire sur lequel on se trouve, sur Saint-Martin. Quelles sont les espèces qui sont véritablement en danger ? Alors,
Les tortues sont les tortues marines. Nous avons 3 espèces ici. Les 3 sont en danger et localement, l'état de leur population devient très problématique. Les mérous ont quasiment, notamment le nassau et le goliath, ont quasiment disparu. Donc c'est également une problématique importante. Et les coraux sont dans un état plus que catastrophique, dans la Caraïbe en général, mais à Saint-Martin aussi. Vous faites des actions de sensibilisation dans ce sens-là. Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Alors, en ce moment, on a un gros projet sur la restauration des mangroves. Donc, des 2 côtés de l'île, on essaie de planter des mangroves, mais avant de les planter, on essaie d'impliquer les enfants et leurs enseignants dans les écoles. Donc, on leur donne des pots avec des mangroves. Les enfants en prennent soin, soit chez eux, soit à l'école, selon les écoles. Et ensuite, ils viendront sur le terrain pour les replanter là où il y en a besoin. Donc, c'est à la fois un travail de terrain et un travail d'éducation des jeunes générations. Et la mangrove, c'est important, il faut qu'elle repousse, il faut qu'elle soit présente ici? Alors oui, les mangroves sont très importantes pour les écosystèmes marins, surtout en Caraïbes. La plupart des poissons ou des espèces qui vivent dans la mer passent d'abord par une phase où ils vont être abrités dans les racines des mangroves pour éviter de se faire manger par les prédateurs. Et donc s'il n'y a plus de mangroves, les poissons sont à la disposition des prédateurs et petit à petit les stocks diminuent. Qu'est-ce qui cause toutes ces dégradations écologiques? Est-ce qu'il y a un fléau numéro 1, quelque chose à bannir vraiment de nos consommations en tant que citoyens? Alors, le premier fléau globalement dans le monde, ça serait pour les océans, ça serait la pêche. Parce que la plupart des déchets marins qui sont retrouvés, qu'ils soient du plastique ou autre, sont des déchets issus de la pêche, donc des filets, des rivans, des casiers, peu importe, un tas de choses qui vont donc polluer les océans et impacter les stocks de poissons. Et localement, ça serait vraiment la pollution, donc moins lié à la pêche, ça ne serait pas la plus grosse partie, ça serait plus venu de la terre comme les eaux usées, ou la pollution en général, les gens qui vont jeter leurs sacs plastiques, leurs bouteilles en plastique. Ou quoi. Ça veut dire quoi sur la consommation de la pêche, par exemple, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, quel poisson on mange, d'où est-ce qu'il vient, de quelle manière on le mange, enfin, comment est-ce qu'on peut faire attention, nous, en tant que citoyens, à sa consommation justement de poissons? Faire attention à sa consommation de poissons, c'est toujours bien. Maintenant, il ne faut jamais oublier qu'on est 7 milliards. Et que donc si tout le monde veut manger du poisson, il n'existe aucun moyen de pêcher de façon durable et respectueuse de l'environnement autant de poissons, sans compter le gaspillage qu'on peut en faire. Et les prises accessoires, donc que ce soit les dauphins, que ce soit les tortues, que ce soit les oiseaux. Donc la pêche est un véritable fléau, donc le mieux qu'on puisse proposer, c'est tout simplement de rien consommer qui soit issu de la mer. L'arrêt de la consommation de produits de la mer, que ce soit les poissons, les crustacés, ça pourrait permettre vraiment une avancée de l'état des écosystèmes marins? Alors oui, ça serait une avancée énorme, dans le sens où les stocks n'étant plus pêchés pourraient se régénérer, donc il y aurait plus en quantité et ils pourraient vivre plus vieux, mieux se reproduire. Donc globalement, avec le fait qu'ils aient un impact les uns sur les autres, c'est tout l'ensemble qui irait mieux. Et niveau pollution, ça serait une diminution drastique de la pollution en mer et donc à terre, et donc de l'impact sur la vie sauvage. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que... Non, mais honnêtement, on a parfois l'impression un petit peu que finalement, on se demande où on va. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on se demande parfois si on peut véritablement avoir un impact positif sur l'écologie, reprendre un petit peu la situation en main. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors je pense que c'est possible, mais qu'il faut que la population en général arrête d'attendre après des interdictions ou des obligations, arrête de pointer du doigt les gouvernements en les disant inactifs. Tout le monde peut arrêter de consommer du poisson, clairement, par exemple. Donc, il n'y aurait plus de demande de pêche et la population de pêcheurs diminuerait énormément. Et c'est applicable à tout le reste. Alors oui, les États, ils ont leur rôle à jouer, forcément, qui est important. Mais si plus personne, par exemple, ne consomme de produits en plastique, bannir le plastique devient beaucoup plus facile pour un État. À l'heure actuelle, bannir le plastique, par exemple, sur le Dutch Side, on se heurte à un problème culturel.
les gens clairement utilisent énormément de plastique et ne sont pas prêts à renoncer à ça. Donc si l'État doit se confronter à sa population, c'est toujours plus difficile de faire passer une loi que si la population applique déjà. Dans ce cas-là, il va dans le sens de la population et pas à l'encontre. Vous avez un certain pouvoir politique, dans le sens où vous avez des réunions avec ces responsables politiques, avec les autorités. Est-ce que vous vous sentez écouté? Qu'est-ce qui est dit dans ces réunions et quel poids vous avez? Alors, c'est toujours difficile à estimer. Alors effectivement, ici, on a la chance d'être écouté. Donc on est en relation, que ce soit du côté français ou du côté Dutch, avec des personnes donc, responsables, en particulier l'environnement. Donc on donne notre opinion, nos avis, nos conseils, et ensuite ils sont pris en compte dans les décisions finales. De là à dire qu'on nous écouterait vraiment, on verra avec le temps, c'est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, on nous demande de donner notre avis et c'est déjà un pas en avant. Ici, à Saint-Martin, on a besoin de quoi pour rendre la mer plus saine, plus propre? Quelle est la priorité? On a besoin de stations d'épuration, concrètement, pour arrêter de rejeter dans les étangs qui, eux, rejettent dans la mer. Donc le travail est en cours des deux côtés. Donc ça prend un certain temps, mais a priori, ça vise à s'améliorer. On a besoin d'un changement de mentalité. Beaucoup trop de personnes jettent encore leurs déchets par la voiture ou à droite, à gauche, par terre. Et on a besoin de prise de conscience en général, de plus sélectionner les produits qu'on mange, de plus faire attention à comment on vit, à l'impact qu'on peut avoir sur chacun de nos actes. Oui, parce que notre comportement finalement sur la Terre a des conséquences dans la mer, c'est-à-dire qu'on peut jeter un plastique, évidemment, enfin tout le monde le sait, je veux dire, on peut jeter un plastique sur Terre qui se retrouvera dans l'estomac d'une tortue, d'un mérou, d'un quelconque poisson. Tout à fait. Donc tout ce qu'on peut faire à Terre finira toujours par avoir un impact en mer. Et quand je dis en mer, c'est pas forcément que en mer, mais sur la vie sauvage en général de toute façon. Donc il faut toujours réfléchir à ça quand on fait quelque chose. Il y a plein de solutions, par exemple pour sortir du plastique, utiliser des produits comme le shampoing solide, le dentifrice solide, ou il y a des tonnes de produits. À Saint-Martin, on en a beaucoup. Quand on veut utiliser de la crème solaire, on peut utiliser de la crème solaire Reef Safe, qui est saine pour les récifs coralliens. Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais la crème solaire a un impact très négatif sur les coraux. Donc limiter tout ça, ça aurait forcément un impact positif. Aujourd'hui, si on pouvait faire un petit peu l'état des lieux de l'océan, de la mer, ici à Saint-Martin, quel est son état? Est-ce qu'on peut parler d'un environnement propre? Non, malheureusement non. C'est pas l'endroit le plus catastrophique au monde, mais ça, c'est pas forcément dû à la population locale, c'est tout simplement dû à une structure géographique. Il y a des endroits où la population, les îles sont très propres, mais qui sont envahies de plastique, mais c'est dû au courant marin qui en porte. Donc nous, de manière générale, c'est quand même mauvais. On a beaucoup de déchets qui sont dus aux cyclones, donc ça c'est encore autre chose, mais la plupart c'est dû au comportement humain et c'est volontaire, que ce soit les stations d'épuration, que ce soit autre chose, c'est quasiment systématiquement volontaire. Quelle serait la conséquence finalement d'une chute libre comme ça des espèces marines? Alors en plus de la perte de biodiversité, il y aurait clairement une perte dans le cadre de vie, une diminution du cadre de vie pour l'homme. Parce que 60 à 70% de l'oxygène qu'on respire est produit en mer, que ce soit par le plancton, par les algues, par des organismes marins. Donc une destruction de l'équilibre des organismes marins viserait à en faire disparaître certains et pulluler certains autres, comme les méduses par exemple, et donc l'oxygène ne serait plus du tout produit de la même façon. C'est alarmant. Ouais. C'est inquiétant, enfin, je veux dire, on peut s'inquiéter quand même quand on entend ces chiffres, ces constats. C'est difficile de se dire qu'il y a une issue finalement positive à tout ça. Vous êtes là pour ça aussi, Sea Shepherd. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez quand même l'envie de prouver que c'est faisable et qu'il y a des solutions, qu'on peut le faire, etc. Parce que là, pour l'instant, le constat qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure, c'est assez négatif. Est-ce que Sea Shepherd quand même a une vision positive de la chose, ou alors propose des alternatives en tout cas?
Alors une vision positive, oui, sinon on ne continuerait pas à faire ce qu'on fait. Donc on a toujours espoir qu'il y ait un changement des mentalités, des gouvernements, de beaucoup de choses et qu'on aille de l'avant et qu'on évolue. Maintenant, si on continue sur le système actuel, c'est compliqué de voir une issue positive à tout ça. Vous avez le dernier mot, les invités ont le dernier mot. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un appel à lancer, une information à donner, tout ce que tu veux? Alors oui, si je dois appeler la population à changer quelque chose, ça serait vraiment d'être plus vigilant dans le traitement de ses déchets et de faire beaucoup plus attention à sa consommation de poissons. Merci Guillaume. Merci. À bientôt. Merci à vous aussi qui regardez ces UCI toutes les semaines et je vous dis à très bientôt.